bonsoir à vous. Très bien. Bonsoir Gaël, bonsoir Jean, bonsoir Anne-Caroline. Bonsoir à tous et toutes. Heureux de vous retrouver. Bonsoir. Nous sommes déjà plus de 160 connectés. Je propose, si vous le voulez bien, que nous commencions par les présentations. Comme cela, ça permet à ceux qui arrivent en cours de route de se connecter avant que la conférence ne commence. Donc, je propose de peut-être, Alain Noël, te laisser la parole pour que tu présentes notre conférencière. Et puis, Volontiers. je présenterai donc Anne-Caroline et Jean, et Gaël commencera donc son intervention. Eh bien, j'ai le plaisir de vous présenter Gaël Atman-Ackerman, que je connais depuis quelque temps, et qui est journaliste à la fois en radio, en presse et en télévision. C'est une journaliste que vous avez certainement rencontrée au gré de vos lectures. Elle a écrit dans Marianne, elle a écrit dans les Cahiers de l'Orient, elle a présenté des émissions sur Paris Première, sur Public Sénat, sur France 2. Elle est également médiatraîneur et consultante éditoriale, accompagnant des hommes et des femmes politiques ou des associations, des entreprises, dans tout ce qui est stratégie de communication. Sur ces publications, sur ces conférences qu'elle a déjà faites, vous pourrez en retrouver la plupart sur sa chaîne YouTube et sur son site qui est sur le flyer, c'est gaël-atlan.com. Je vous conseille au moins 2 de ces communications qui sont en rapport avec ce qui nous tient à cœur. Elle a, lors d'une présentation au Sénat, après c'est paru dans Marianne, elle a fait un papier sur communautarisme, multiculturalisme, avec cette interrogation un peu provocatrice. En France, sommes-nous prêts à abandonner la laïcité? Grande question. Et puis, toujours dans Marianne, nous sommes aussi très favorables à la cause des femmes. Elle a écrit « La liberté acquise par les femmes se paie au prix fort ». Je vous conseille la lecture de ces 2 articles. Alors, pourquoi avoir demandé à Gaël Ackerman de nous parler ce soir? Tout simplement parce que, selon l'introduction au flyer, l'amour de la liberté est un des amours fondamentaux au cœur des démocraties. Et Gaël Ackerman s'est spécialisée en tant que journaliste, en tant que réalisatrice, dans les questions qui touchent à la laïcité et plus généralement à toutes celles qui sont relatives à la citoyenneté. Et en clair, je l'avais entendu à Bruxelles l'année dernière, la liberté d'expression est au cœur de ces réflexions. Voilà pourquoi nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Gaël, de l'écouter et de lui poser toutes les questions qui nous tiennent à cœur. Je rends la parole à Marie-Thérèse pour présenter les 2 modérateurs. Merci Alain Noël. Donc, pour accompagner Gaël, poser les questions, relayer les questions et éventuellement faire des commentaires plus personnels, nous avons donc choisi une sœur et un frère, parce qu'il faut savoir que les médiateurs, Alain Noël et moi, nous les choisissons toujours en fonction du conférencier ou de la conférencière. Il nous semble important d'adapter les personnalités. Donc pour ce soir, nous avons choisi Anne-Caroline Van Durm, qui est juriste de formation, qui est responsable juridique, donc dans un groupe de services, groupe international, et qui est une sœur de la Grande Loge féminine de France. Elle est franc-maçonne depuis 2009 dans une loge de Marseille. Et dans cette loge, elle a donc occupé, je ne vais pas tous vous les citer, mais de nombreux offices. Donc c'est une franc-maçonne assidue et confirmée, on va dire ça comme ça. Et puis, nous avons aussi contacté et fait appel à Jean Rebuffat. Jean est journaliste. Il est écrivain et il dirige un blog qui s'intitule entreleslignes.bi. Donc,
Je pense que si certains d'entre vous veulent avoir accès, c'est peut-être assez simple de le faire, il nous le dira éventuellement. Et Jean est actuellement grand maître adjoint du Grand Orient de Belgique. Donc, merci aussi à tous les deux, Anne-Caroline et Jean, d'avoir accepté ce défi quelque part de soutenir et d'être face à Gaël, pardon, excusez-moi. Et nous sommes vraiment très heureux de vous voir ici tous les deux ce soir. Voilà, donc je crois qu'on va donner la parole à Gaël qui va donc nous entretenir de l'amour de la liberté. Donc Alain Noël et moi, nous allons disparaître de l'écran, nous reviendrons à la fin et nous laissons donc la parole à Gaël. Donc Gaël, tu as la parole. Alors, merci, bonsoir à tout le monde et merci pour cette très belle présentation. C'est un honneur aussi de prendre la parole dans ce cadre et pour parler d'un sujet qui, vous venez de le dire, me tient beaucoup à cœur. Alors, je vais aussi m'effacer de l'écran pour juste vous soumettre la présentation que j'ai tâché de faire le plus pédagogique possible. Et je vais donc vous présenter... Attendez, excusez-moi, parce qu'il y a toujours... Alors, effectivement, Alain Noël du Ménard m'a contacté suite à cette conférence, m'a contacté pour parler de la liberté d'expression. Vaste et beau sujet. La liberté d'expression est un droit fondamental. Celle que nous utilisons aujourd'hui... attendez, excusez-moi, je n'ai pas lancé le... Voilà. Donc, celle que nous utilisons aujourd'hui est le fruit d'un long processus, d'abord inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme, puis dans la Constitution. Elle fut régulièrement complétée. Il y a eu les lois scélérats de 1893 contre les menaces anarchistes. Il y a eu celle de 1936 contre la sûreté de l'État. Celle de 1951 sur l'apologie des crimes de guerre, et puis celle de 1972, et plus récemment celle de 1990, la loi Guesso, qui tend à réprimer tout acte raciste ou antisémite ou xénophobe, et puis évidemment celle de 2014 relative à la lutte contre le terrorisme. Alors, quelles que soient les restrictions, les raisons de ces restrictions, elles se sont toujours faites dans le cadre juridique. Et la liberté d'expression ne peut et doit s'exercer dans ce cadre-là et seulement dans ce cadre-là. Or, ce cadre qui nous garantit justement une jouissance sereine, pour reprendre un peu le champ lexical de l'amour, qui nous permet une jouissance sereine est de plus en plus concurrencé par d'autres restrictions plus subjectives, lesquelles rendent cette jouissance tantôt empêchée, tantôt déchaînée. Alors, on le sait, la liberté d'expression, on vient de le dire, n'est pas un acquis, c'est un combat mené depuis des siècles pour nous permettre d'être libres, pour nous permettre de penser, de critiquer, de se rencontrer, de se contredire, bref, d'aller vers l'autre. Alors, en 2023, que signifie la liberté d'expression pour nous, enfants d'aucune guerre? Corneille écrivait « La liberté n'est rien quand tout le monde est libre ». Nous avons été, et nous sommes encore Charlie, mais n'avons pas été Salman Rushdie, comme nous le rappelle Robert Decker dans l'ouvrage collectif Pensée Salman Rushdie, qui a été coordonné par Daniel Salvatore Schiffer. Son courage, celui de Salman Rushdie et avant lui celui de Voltaire et de Spinoza, nous rappelle le caractère vital de la liberté de penser, un droit indéniable qui demeure donc inséparable de nos exercices, de l'exercice humain, l'existence humaine. Pardon. Alors, le décret de mort lancé contre Salman Rushdie en 1989 a annoncé une nouvelle ère. Ce décret morbide fut un signal envoyé à tous les intellectuels musulmans qui voulaient sortir de la maison de l'islam. Rappelons-le, 3 millions de dollars avaient été proposés, 3 millions de dollars avaient été proposés à celui qui tuerait le mécréant, preuve de l'acharnement contre la liberté d'expression, mais contre la liberté de conscience surtout. Alors, le signal a-t-il été entendu ? On verra à l'issue de cet exposé que des stratégies préventives ont plutôt été mises en place pour limiter, en tout cas, la liberté d'expression.
Depuis ce signal, nous semble aimer la liberté d'un amour un petit peu moins serein, un petit peu trop passionnel, peut-être voire déchaîné. La liberté d'expression est indissociable de la liberté de conscience, vous l'avez dit en préambule. Et dans le cadre de l'anniversaire de la loi de 1905, j'ai eu en effet à traiter de cette thématique dans le cadre d'un dossier spécial, effectivement, où j'avais cette question provocante. Je disais, est-ce que nous sommes prêts à ne plus être laïcs? Je proposais une enquête comparative, une comparaison et non une hiérarchie, pour donner à voir, au-delà des polémiques. Justement, on entend cette petite musique depuis une trentaine d'années, comme quoi la laïcité serait intolérante, liberticide, trop fermée. Alors, peut-être qu'il est temps de passer dans le jour d'après et de voir ce qui se passe quand on n'a plus cette laïcité française. Comment meurt-on? Comment aime-t-on? Comment travaille-t-on? Comment apprend-on quand il n'y a pas la liberté de conscience et quand il y a juste la liberté religieuse? Ce n'est pas la même chose. Dans cette enquête, donc, je proposais de nous projeter donc, le jour d'après pour mesurer aussi ce qu'est la liberté de conscience, cette liberté qui nous permet de ne pas être là où les autres veulent nous mettre, cette liberté qui nous empêche l'assignation. Alors, cette approche comparative, elle permettait aussi d'avoir une démarche très pragmatique qui permet de remettre la laïcité au cœur de nos vies. Parce que la laïcité, ce n'est pas seulement une loi qui arbitre de la longueur des jupes des filles ou du menu des cantines. La laïcité, ça a d'abord été un principe philosophique, puis un principe politique, et enfin une loi. Alors, est-on prêt à ne plus être laïque? C'est le scénario dystopique que je proposais au lecteur de Marianne et que j'ai ensuite décliné dans le cadre d'une table ronde au Sénat, et avec les intervenants à côté de moi, Natacha Polony, Yanis Roder, Jamila Benhabib et le sénateur qui nous recevait, Jean-Yves Lecomte. Nous étions arrivés à cette conclusion. Il fallait, oui, de toute urgence, former les nouvelles générations à la laïcité. Mais la formation est déjà un aveu d'échec, car qui dit formation dit automatiquement perte d'intuition. Alors, nous pourrions questionner notre rapport à la liberté d'expression avec cette même démarche pragmatique. La liberté d'expression, ce n'est pas simplement citer Voltaire ou citer Beaumarchais une fois par an, pratiquer la double pensée le reste de l'année. J'ai vu dans les premiers messages là, en début d'exposé que certains avaient déjà cité Voltaire, et il le faut. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez exprimer vos idées. Ou alors, on entend souvent, sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Alors, ces citations, on les entend, on est très prompt à les citer, mais on est un petit peu plus téméraire à traduire en actes ces maximes. Alors, on ne défend pas la liberté d'expression si on n'aime pas la discussion, le débat, la contradiction. On ne défend pas la liberté d'expression si on n'aime pas penser contre soi-même, si on n'aime pas aller vers l'autre, parce que c'est de ça dont il s'agit aussi, l'altérité. On ne défend pas la liberté d'expression si on ménage l'offense et l'insolence, si on défend Charlie et Salman Rushdie en ajoutant aussitôt une conjonction de précision. Vous savez, le fameux « oui, mais ». Notre époque aime tant brandir la tolérance en bandoulière, rappelons qu'elle naît du doute et donc de la critique. Alors, qu'est-ce que la liberté d'expression? On vient de le dire, c'est l'amour de la contradiction, c'est aussi celui de l'irrévérence, de l'insolence et de l'humour. Tout ce qu'incarne le journal Charlie Hebdo, qui est le journal d'une époque où l'insouciance était permise. Est-ce que nous sommes encore insouciants? Non, évidemment que non. On est même au contraire dans l'hypervigilance. Nous sommes ultra éveillés. J'ai même envie d'être ironique en disant qu'on est ultra woke malgré nous. Alors, la liberté de conscience et la liberté d'expression sont avant tout des engagements vivants. C'est, comme l'écrivait Milan Kundera, le mariage de la culture et de la vie. Or, il semble devenir des dogmes morts. Et c'est là peut-être le danger, le principal danger qui guette la liberté d'expression, c'est d'être réduit à un texte. On dit souvent que la laïcité est dans les textes et pas dans les têtes. Et j'ai l'impression que pour la liberté d'expression, c'est un petit peu la même chose. On observe une loi, mais on aime une idée.
Alors, pour parler de cet amour, il va falloir d'abord questionner le désamour, tout ce qui a apporté beaucoup de confusion autour de cette liberté d'expression. Interroger non pas les limites, on le sait, elles sont fixées par la loi et peut-être que des nouvelles vont être apportées, mais interroger toutes ces restrictions que des minorités ou des âmes fragiles veulent imposer au nom d'un autre amour, d'un amour un peu tyrannique, c'est celui de l'amour de la différence. Au nom de cet amour, on risque de saboter la liberté d'expression et d'aboutir à l'avènement de droits différents qui est contraire au caractère universel que nous défendons. Alors, l'amour de la liberté d'expression, elle a pris un petit peu des masques déformés ces derniers temps et c'est ce que je vous propose donc de voir dans cet exposé. On va d'abord voir cette liberté d'expression, au nom de cette liberté d'expression, comment on empêche la parole, cette parole empêchée. On verra donc la désinvitation, la nouvelle réalité langagière et puis l'impossible transgression. On abordera ensuite cette liberté d'expression qui a du mal à verbaliser le réel et qui tend à faire une parole déformée de la réalité avec ce relativisme d'atmosphère, ce rapport à l'autre qui est tronqué, et puis les nouvelles écritures journalistiques qui le rendent possible. Puis enfin, on abordera évidemment cette parole déchaînée qui est l'illustration de l'amour peut-être passionné qu'on a avec la liberté d'expression, mais qui réduit l'expression finalement à un état liquide. Alors, voyons déjà cette première partie qui est donc, je l'ai intitulée « La parole empêchée ». Et on va voir toutes les stratégies préventives qui ont été mises en place pour contrôler cette liberté d'expression. Alors, d'abord, la première partie, c'est donc la désinvitation. On appelle ça aussi en anglais le platforming. Et c'est une stratégie qui consiste à empêcher l'expression d'une idée ou d'un auteur jugé dangereuse pour la démocratie. Et ces stratégies, elles ont été mises en place, et c'est le plus troublant, là même où l'expression libre, le débat, la joute verbale a été encouragée, à savoir dans les universités américaines. Les universités américaines, temple de la liberté, de l'expression, du dialogue, sont depuis une vingtaine d'années le théâtre de nouvelles censures. Celui qui en a très bien parlé à travers un récit, c'est Philippe Roth dans La Tâche, qui met en scène ce personnage de littérature, ce professeur de littérature qui est pris à partie par une étudiante offensée au nom de sa perspective féministe et qui est donc accusée de racisme. Le roman est publié en 2002 et donc 30 ans après l'installation de ces comités sur l'expression libre à l'université américaine qui devaient justement garantir qu'aucun point de vue ne soit banni en raison de son contenu et que tous les sujets pouvaient être débattus. Alors 20 ans après ce roman, la réalité a dépassé la fiction avec le cas du campus d'Evergreen à l'université dans l'État de Washington, dont la politisation a inquiété à droite et à gauche, ce campus qui a incarné les dérives du combat antiraciste. Alors, à droite et à gauche, en effet, on s'est inquiété. Je vous ai sélectionné 3 titres de presse qui donnent un petit peu le ton de cette problématique. Donc, sur ce campus d'Evergreen, c'est un professeur, Brett Weinstein, qui a dû démissionner avec fracas donc, en 2017 parce qu'il s'est opposé à la dérive d'un événement qui validait jusque-là. C'est le fameux jour de l'absence. C'est une fois par an, les gens de couleur de l'université ne viennent pas sur le campus pour signifier ce que leur absence retirait à la société. Ce prof a toujours validé cet événement, mais c'est en tout cas manifesté contre les nouvelles règles de cette journée qui consistaient cette fois à interdire l'accès aux Blancs. Donc d'un côté, on a un boycott qui est un acte militant, et puis de l'autre côté, on a un acte d'exclusion qui là pose problème. Et pour l'avoir dénoncé, ce professeur a été exclu. Alors pourquoi je vous parle de ce campus, de ce cas? Parce qu'il incarne parfaitement les dérives du combat antiraciste et il tient en une expression, c'est l'âge identitaire. Et celui qui en a
très bien parlé. C'est le regretté Laurent Bouvet, notamment dans son dernier essai, Le péril identitaire, où il raconte justement ce qu'est l'âge identitaire. C'est ce moment particulier de notre histoire intellectuelle et politique où le libéralisme intellectuel a modifié profondément la manière dont nous vivons les uns avec les autres. Alors, les États-Unis sont rentrés avant nous dans cet âge identitaire, mais nous ne sommes pas en reste, hein, nous en France. Et en France, il y a donc eu aussi des universités qui ont pratiqué cette désinvitation. La première à en avoir fait les frais, c'est Sylviane Agacinski en 2019, cette philosophe connue pour ses positions contre la PMA pour les couples de femmes ou pour les femmes seules, contre la GPA, devait s'exprimer en 2019 à l'Université de Bordeaux dans le cadre d'un colloque en vue justement du débat sur les lois bioéthiques. Et bien, en raison de ces positions qu'elle défend et qu'elle assume, des activités militants ont décidé qu'elle n'avait pas le droit à l'expression et donc elle a été empêchée de prendre la parole. Il y a eu aussi après elle Alain Finkielkraut, cette fois à Sciences Po, qui a été la cible d'invectives. Il devait également tenir une conférence « Modernité, héritage et progrès ». Et les protestataires en ont décidé aussi autrement. Ils ont diffusé un tract dans lequel ils disaient qu'il ne pouvait pas exister de dialogue. Il ne pouvait pas exister de dialogue avec des individus aussi profondément réactionnaires qu'Alain Finkielkraut, dont les propos et les idées mettent nos existences en danger. Rien que ça. Puis en novembre aussi de la même année, c'est François Hollande, cette fois à l'Université de Lille, qui a dû renoncer à donner une conférence. Des étudiants ont envahi l'amphithéâtre et ont déchiré les pages de son livre « Répondre à la crise démocratique ». La cause de leur colère, c'est que le président n'avait pas, selon eux, assez œuvré contre la précarité des étudiants. Sujet légitime et qui ne méritait certainement pas cet auto-da-fé. Et puis, récemment encore, il y a eu un colloque qui a été fortement perturbé, cette fois à l'Université de Panthéon-Assas, une conférence qui avait pour titre « La République universelle à l'épreuve de la transidentité », censée faire un bilan comparé des législations qui prennent justement en compte le phénomène de la transidentité. Alors, il s'agissait d'une journée exploratoire, mais là aussi, les militants ont décidé qu'il ne pouvait pas avoir de débat universitaire sur ce sujet, et ils ont scandé, et cette phrase est assez symptomatique, la fac, elle est à qui? Elle est à nous, et contre les transphobes, on rend coup pour coup. Alors là, on se rend compte que la fac n'est plus, l'université en tout cas, n'est plus cet espace de dialogue et de contradiction, mais un territoire à garder. Exit donc les joutes verbales si encouragées, visiblement, il ne reste que les joutes. Alors, comme aux États-Unis, on voit bien que la liberté d'expression, l'exigence du libre débat deviennent finalement des principes dérisoires face à l'exigence d'éviter le mal que les propos peuvent causer. Et on le sait dans la tradition démocratie libérale, la seule limite qu'on a apposée à la liberté d'expression, c'était justement le mal fait à autrui. Et il est temps de distinguer, et c'est Jérémy Waldron que Monique Cantos-Ferber recense dans son ouvrage, Jérémy Waldron, un philosophe américain, qui distingue le mal intellectuel du mal affligé à la dignité d'autrui. Dans le premier cas, il s'agit de propos choquants, certes, transgressifs peut-être, qui manipulent le paradoxe, qui déstabilisent les convictions les plus enracinées, mais ce sont des opinions à refuter, à objectiver. Dans le deuxième, et on peut d'ailleurs, et on ne peut pas les empêcher, sauf justement ces nouveaux militants qui veulent les empêcher, justement avec ces stratégies préventives. Dans le deuxième cas, donc, nous avons le mal infligé à la dignité qui consiste cette fois à humilier des personnes, à leur dire la haine qu'on a pour elles, à l'exclure de la communauté sociale, voire même parfois à leur destituer le statut d'être humain. L'un dans les cas de propos haineux, et la limite est déjà là, c'est la loi. Alors, on voit bien qu'on est clairement dans une remise en cause
avec ce que je viens d'évoquer. On est dans une remise en cause de la possibilité d'un espace de langage fluide et sans barrière où chacun pouvait parler de tout et à tous. Aujourd'hui, la communauté voudrait imposer les exigences sur la manière dont on parle d'elle. Et pour cela, elle distille un soupçon comme ça, généralisé. Et pour justement empêcher ces discours d'avoir lieu, il y a aussi la mise en place d'un nouveau vocabulaire, ce que j'ai intitulé la nouvelle réalité langagière. C'est une autre stratégie préventive pour éviter ce mal intellectuel. Est-on libre de s'exprimer quand les mots qui sont à notre disposition sont détournés ou vidés de leur sens? C'est une question Fathia Boujalat, dans laquelle Fathia Boujalat, en 2017, a consacré dans son essai « Le grand détournement », dans lequel justement elle questionne le renversement sémantique. Elle explore le nouveau sens des mots qu'on avait l'habitude d'utiliser, tolérance, égalité, féminisme. Elle écrit « Nous comprenions ces mots, nous les connaissions, nous les utilisions, mais leur sens a changé, alors qu'ils appartiennent au champ lexical de la République ou de la mobilisation. Certains tentent de leur attribuer une autre signification morale et politique dans un seul but, retirer à ces termes la portée universelle et les confiner au domaine ethnique et religieux. » Alors, il y a donc ce que j'ai intitulé les premiers mots détournés, et on en a tous, je pense, fait l'expérience. Et pour en parler, évidemment, on peut prendre l'exemple du terme laïcité, qui, jusqu'il y a encore une vingtaine d'années, était un terme qui faisait consensus, mais qui aujourd'hui doit être tout de suite justifié, expliqué. Quand on parle de laïcité, on sent que le sujet devient lourd. Alors, il a été à la fois caricaturé par l'extrême gauche, récupéré par l'extrême droite. Il a surtout été, ce terme de laïcité a surtout été adjectivé par la gauche, c'est Lionel Jospin qui avait décidé de l'adjectiver avec le mot de laïcité ouverte. Donc, c'est vraiment l'exemple type d'un mot qui faisait consensus et qui a été détourné, et qui aujourd'hui, quand on l'emploie, on a beau avoir le même mot, on est force de constater que l'idée n'est pas toujours guidée par le même mot. Il y a ensuite d'autres formes. Donc là, on vient de voir les mots que j'appelle détournés, renversés. Il y a aussi les mots qui sont devenus imprononçables. On les connaît depuis quelques mois ou récemment. Le mot femme, par exemple, on l'a vu dans la sphère militante relative à la transidentité. Le mot femme est devenu aussi un mot sulfureux. Et puis, il y a le mot, on a vu le mot république et universaliste aussi, sont des mots qui sont devenus chargés. En 2016, j'avais voulu faire un reportage sur ces Français de confession musulmane qui se battent pour la laïcité. Et je vous raconte cette expérience parce qu'elle illustre bien ce que j'essaie de vous démontrer, c'est que j'avais intitulé ce documentaire, dans le synopsis, j'avais parlé de laïcité. En le présentant à des boîtes de production, j'ai bien vu que le mot laïcité crispait. Alors, je l'ai vite enlevé et je lui ai préféré le mot de république. Là aussi, je sentais comme ce soupçon autour de mon projet, et certains m'ont fait comprendre que c'était quand même une drôle d'intention que de vouloir parler de laïcité et de république. Voilà. Donc, c'était vraiment l'exemple de mots qui sont devenus difficiles à prononcer. Et puis, il y a évidemment les mots aussi, les mots usés, les mots vidés. Ces mots, je les appelle aussi les mots qui comptent double, qui comptent triple même, parce qu'en plus d'avoir des sens multiples, ils confèrent à leurs auteurs un totem d'immunité. Tous ceux qui les prononcent ont vraiment un bouclier. Une fois prononcés, ces mots agissent en pare-feu. On peut quasiment tout dire dès lors qu'on distille le mot tolérance, vivre ensemble et diversité. Alors, c'est marrant parce que ces mots sont complètement vidés de leur sens. Vivre ensemble, on n'arrête pas de le brandir alors qu'on n'explique jamais au préalable qu'il faudrait d'abord parler de ce qui nous rassemble. La diversité est prononcée à l'envi. Il y a quand même toute une série de mots
tous les mots aussi, j'ai appelé ça phobe, toutes ces attaques verbales suffixées en phobe c'est Mathieu Bocoté qui l'a mieux raconté que moi, qui psychiatrise, qui pathologise le désaccord, le débat en fait. Et puis évidemment, il y a le mot islamophobie, plus qu'un terme, il représente à lui seul le chantage à l'islamophobie, devenu l'un des principaux facteurs de la restriction du champ de liberté d'expression dans les démocraties libérales. Un mot qui empêche le débat sur l'islam et confond justement le mal intellectuel avec le mal fait à autrui. Alors, des mêmes mots qui ne disent pas la même chose. Alors oui, on est libre de parler, mais parler pour dire quoi? Parler pour ne rien dire. Et effectivement, il serait temps de restaurer, d'avoir une démarche de restauration sémantique pour réanimer le débat, la discussion, qui consiste à entendre l'autre. Sinon, cette réalité langagère aboutit à des discours vides, à des prêts-à-penser. C'est du prêt-à-parler pour du prêt-à-penser. J'aime à dire souvent que le combat sera sémantique ou ne sera pas. Et pour cela, il va nous falloir abandonner les slogans et parler d'une langue vivante, pas avec des mots complètement atonnants. Alors, on a vu il y avait donc tous ces renoncements, toutes ces stratégies préventives qui étaient mises en place depuis 1989, empêcher des auteurs de prendre la parole, claustrer un petit peu le vocabulaire qui ne veut plus rien dire. Et on voit qu'il y a d'autres stratégies qui empêchent de penser le monde. Ce que j'ai appelé l'impossible ou l'impensable transgression. Pour l'illustrer, et on peut évidemment s'appuyer sur le cas de « Je suis Charlie », on peut se demander si ce cri républicain n'est pas finalement resté au stade du slogan. Vous savez, il y a ce texte posthume que Charb avait écrit, « Lettres aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes ». C'est un essai posthume dans lequel, justement, il revenait sur ce terme islamophobie qui, selon lui, je le cite, contente à la fois les racistes, les islamistes radicaux, les politiques démagogiques et les journalistes fainéants. Et alors, on est en mesure de se demander si le « Je suis Charlie » n'est pas finalement qu'un slogan, quand on voit les difficultés que ce texte a à être joué dans certaines villes. Récemment, dans le cadre de l'anniversaire de la loi 1905 en décembre dernier, le texte devait être joué à Montélimar et puis finalement le maire en a décidé autrement. Et ce qui est un petit peu troublant, c'est qu'il assume de ne pas vouloir le faire, il ne se cache même plus. Il écrit « Le 9 décembre, j'assume ne pas vouloir de cette pièce dans ma ville. Ce n'est pas une pièce anodine, je vais être trop connotée. Si vous ne comprenez pas, c'est que vous ne voulez pas comprendre. » Alors, d'autres communes prétendent vouloir jouer ce texte, mais là aussi, il y a d'autres problématiques. À Theil, la mairie fait savoir qu'elle attend le feu vert de la ville. Le maire souhaite d'abord consulter l'imam de la commune pour être sûr que tout le monde est bien d'accord. C'est des extraits issus de cet article dans Marianne. Alors, on voit bien l'insolence et le rire sont devenus sacrilèges. Et ce signal, les humoristes l'ont très bien compris. D'ailleurs, dès le lendemain de Charlie Hebdo, on voit bien que « Je suis Charlie », les mêmes papeurs qu'on a scandés étaient finalement des postures. À l'époque, j'étais journaliste pour une émission sur France 2 qui s'appelait « Un soir à la Tour Eiffel » et j'avais dû réaliser un reportage qui s'appelait « Comment rire après Charlie ». Et j'avais interrogé comme ça des humoristes, et certains étaient très, très lucides sur la situation. Elie Moon, par exemple, que j'avais interviewé, m'avait avoué, mais comment va-t-on continuer à rire, être dans la provocation? Je fais moi-même un sketch où je parle d'un terrorisme, je parle d'islam, tout ça évidemment avec de l'humour, mais sur le papier, je suis mort. Donc, il y avait déjà le « Je suis Charlie » qui était déjà évanoui. Et il y avait d'autres humoristes, pareil, qui disaient qu'il fallait
évidemment continué à faire rire, mais on voyait bien déjà que des nouvelles restrictions étaient déjà là. Cadmerade avait déclaré au journal de TF1 qu'il fallait évidemment continuer à faire rire, mais en veillant à respecter tout le monde. Voilà, le « je suis Charlie » souffrait déjà du fameux oui mais. Alors le rire pourtant pourrait être une parfaite parade, hein, à l'offense, il pourrait justement, en manipulant nos paradoxes, en mettant à distance, il pourrait être une très belle réponse à l'offense tant redoutée. L'écriture aussi, l'écriture évidemment, l'art en général pourrait être une superbe réponse. Et pourtant, des récits sont réécrits pour ne pas offenser. C'est ce qu'appelle Alain Finkielkraut l'après-littérature. Alain Finkielkraut qui écrit « Ce temps où la vision littéraire du monde avait une place dans le monde semble bien révolu. Non que l'inspiration se soit subitement tarie. Des vrais livres continuent d'être écrits et d'être imprimés, mais ils n'impriment pas. Ils s'adressent à des lecteurs qui, avant même d'entrer dans la vie, refusent de s'en laisser compter et regardent l'histoire et les histoires avec la souveraine intelligence que la victoire totale sur les préjugés leur confère. L'art est en train de perdre la bataille. Il semble effectivement que des restrictions inquiètent, en tout cas le champ artistique. On a vu très récemment le livre Tout petit de Manuel Cos être interdit. C'est un livre qui s'adresse à la jeunesse, qui questionne la sexualité. Là encore, faut-il l'interdire? Est-ce que ce n'est pas une formidable réponse pour nos enfants? Est-ce qu'il ne faut pas les inviter à lire pour les protéger de certaines pornographies et applications comme YouPorn? C'est une vraie question. Est-ce qu'il faut, voilà, comme ça, empêcher l'art au nom de la morale et de l'offense, ou plutôt donner justement le pouvoir à la littérature d'émanciper et de penser le monde? La liberté artistique, elle a été aussi entravée en 2019. C'était le cas des Suppléantes, cette pièce de théâtre qui a été boycottée par des associations antiracistes qui l'accusaient de relayer la propagande coloniale. On reprochait aux metteurs en scène de grimer en personne noire ces comédiennes lors de représentations, ce qu'on appelle le blackface. Interrogée à l'occasion de cette polémique, Ariane Mnouchkine, qui est fondatrice du Théâtre du Soleil, avait répondu « On fait ce qu'on veut au théâtre, tant qu'on respecte le bon sens et non pas l'offense, et la crédibilité artistique. Le masque et l'interprétation doivent rester libres. Le bon sens, est-ce que ce serait justement cet amour serein qu'on tend à retrouver ?» Alors, il y a un autre champ aussi de liberté entravée, c'est celui de la transmission, et c'est évidemment l'école. Comment questionner notre amour pour la liberté d'expression sans questionner l'école qui propose l'émancipation de l'esprit? C'est Yanis Roeder qui a parfaitement résumé la mission de l'école laïque et gratuite quand il dit « L'école doit permettre aux élèves de ne plus être les enfants de leurs parents. » Voilà, en une phrase, il résume la mission de l'école, émanciper en forgeant l'esprit critique. L'école laïque, il le rappelle souvent, n'a jamais été une demande d'adhésion, mais une proposition. Alors, comment émanciper quand le savoir y est entravé, car contesté, et il est contesté? Quel sens donner à la liberté d'expression quand celle-ci devient synonyme de mort? Samuel Paty avait l'amour de son métier, il avait l'amour de la transmission et il en est mort. Et sa décapitation, là aussi, il faut mettre les vrais mots, sa décapitation nous rappelle que l'ère de l'insouciance et de la transmission est révolue. Pour une enquête, alors ce n'est pas juste là aussi un ressenti, hein, ce savoir contesté, il a été renseigné par une enquête de l'IFOP en décembre 2022 et les chiffres sont assez alarmants. On voit que 52% des enseignants se sont déjà auto-censurés contre 43% en 2020. Je vous laisse découvrir les chiffres. 56% des enseignants du secondaire public se sont auto-censurés dans leur enseignement
contre 36 en 2018. Et puis, il y a encore une autre enquête, celle de la Fondation Jean Jaurès, qui, elle, renseigne sur la récurrence de ces contestations. 7%. 7% des enseignants contre 3 en 2018 déclarent faire face à des contestations régulières. On assiste là clairement à une mise en concurrence de la parole de l'enseignant et qu'on ne s'y trompe pas, la contestation n'est pas une réflexion critique. C'est un dysfonctionnement de la transmission du savoir. Une contestation, c'est une interrogation, c'est la recherche d'une meilleure compréhension du sujet. Mais là, c'est une remise en cause du savoir et c'est le savoir qui est empêché. Il y avait aussi donc un autre ouvrage qui renseigne sur cette situation alarmante en matière de transmission. C'est le livre qui s'appelle « Ces petits renoncements qui tuent ». C'est le cri d'alarme d'un professeur, Laurent Vallogne, qui décide de briser la loi du silence imposée par l'éducation nationale, mais qui, sous les menaces des parents et des élèves, doit témoigner sous anonymat. C'est dire. Et donc, il a confié son récit à une journaliste, Caroline Azzopardi, dont le compagnon a été assassiné au Bataclan. Et comme Yanis Roder, il rappelle la progression de ce savoir contesté, de cette transmission entravée et cette présence d'une idéologie qui gagne insidieusement les salles de classe et les salles des professeurs. Alors, l'amour de la liberté d'expression passera par l'amour de l'école, qui n'est pas simplement une institution de droit, ni un service. L'école permet de s'auto-constituer et c'est important de défendre aussi cet amour-là. Alors, dans cette première partie, on a vu donc les stratégies préventives qui ont été mises en place, le contrôle de la pensée, l'effacement des idées, le détournement des concepts et du vocabulaire. Le débat, dans ce cadre-là, devient techniquement et philosophiquement empêché et la liberté d'expression réduite à un flux, mais vide de sens. On privilégie donc le respect à l'insolence, l'insignation à l'émancipation, la liberté religieuse à la liberté de conscience. Ce que Caroline Fourest a très bien décrit dans son ouvrage « Génération offensée », où cette tyrannie de l'offense est une dernière marche avant la loi du silence. Alors Salman Rushdie le dit, seuls les mots seront vainqueurs. Et comme j'aime à dire et à répéter, le combat sera sémantique ou il ne sera pas. Mais il y a aussi une autre menace qui plane sur la liberté d'expression, c'est ce réel déformé, cette parole déformée, à cause de plusieurs phénomènes, le relativisme, l'altérité qui est tronquée, et puis la parole symétrique, cette nouvelle écriture journalistique. Ce qui est assez drôle, entre guillemets, c'est qu'on empêche la transgression, on empêche de penser le monde, de le dessiner, de l'écrire, de l'imaginer, mais par contre, on n'a aucun problème à déformer le réel avec ce relativisme. J'en parlais, ce relativisme, j'en ai parlé dans un article qui s'appelle donc le réel au prisme du relativisme, où je questionne cette question de ces équivalences, ce que j'appelle donc ce relativisme d'atmosphère. On est effectivement au règne des équivalences, absolues, rien ne se perd, comme j'écrivais, tout se récupère et tout se déforme. Le relativisme d'atmosphère brouille tout, et cet air qu'on respire, il avance avec le phoné, là aussi, de l'esprit critique. Mais qu'on ne s'y trompe pas, la pensée relativiste n'a rien à voir avec la perspective relative. Si chacun a une perspective en fonction de son histoire, de son positionnement, de sa subjectivité, il s'accorde néanmoins sur une même réalité. C'est Valérie Kosowska, qui est maître de conférences en philosophie, qui répondait à une interview dans le cadre de cet article et qui me donnait un très bel exemple. Autour d'une table, on peut voir avec la perspective relative des couleurs, des formes, des reflets différents selon notre positionnement. Mais on est tous d'accord pour dire qu'on voit une table. Avec la pensée relativiste, la table n'est plus et il ne reste que les perspectives relativistes. Alors, cette génération offensive, on vient de le voir, c'est aussi une génération d'alignés. J'entends par là une génération qui refuse toute hiérarchie, la verticalité étant le domaine d'une époque, d'une pensée dominante et oppressante. Alors,
l'idée de Kant, qui était de ne pas s'appuyer sur des tuteurs pour oser penser par soi-même, a été saisie au point de générer le résultat inverse. Parce que il y a en ce moment, il y a dans ce relativisme d'atmosphère le rejet des sachants et l'envie de se croire plus spécialiste que les spécialistes. Donc, sous prétexte de rejeter les tuteurs, on érige son opinion en reine du monde, comme le disait très bien Karan Mersch dans cet article que je vous invite à lire. Donc, il n'est plus question de penser contre soi-même, ni de questionner ses propres préjugés, ce qui est une démarche saine, mais là, chacun est persuadé de détenir sa vérité. Notre époque, dans tous les domaines, a privilégié le sentiment de la subjectivité sur l'analyse objective. Donc, soi-même comme un roi, écrivait Elisabeth Roudinesco, d'où le règne des opinions qui agissent en récit de vérité. Alors, au renversement sémantique qu'on a vu juste avant, il y a donc ce renversement aussi de réalité, où tout est à front renversé. Et c'est vrai que souvent, je dis que confrontation n'est pas agression, contestation n'est pas stigmatisation, l'insolence n'est pas la provocation publique, la performance artistique ne doit pas être le cache-sexe du révisionnisme, Eka Média Jordana n'est pas Daniel Balavoine, Dieudonné n'est pas des proches, George Floyd n'est pas Adama Traoré, Isia Higelin n'est pas forcément la fille, l'héritière de Renaud. Et l'artiste lecto que je vous invite à voir sur cet écran n'est pas non plus Charb. Se moquer d'une idée n'est pas stigmatiser un groupe. Et au nom de ce relativisme, on a pu tolérer ce genre de fresque qui est apparu au printemps dernier sur un mur d'Avignon. On voit donc cette fresque a suscité à juste titre la polémique. Et pour cause, parce qu'elle a eu recours quand même aux représentations antisémites. On voit donc ici le président en Pinocchio et actionné par Jacques Attali en banquier juif mondial. Donc, la maire d'Avignon, dans un premier temps, a invoqué la liberté d'expression, car selon elle, chacun pouvait interpréter cette fresque comme il voulait. Mais la figure du banquier juif qui manipule la marionnette est quand même une représentation récurrente des antisémites. Rien à voir avec les unes que je vous ai sélectionnées à côté, qui permettent une mise en distance, qui permettent plusieurs lectures, qui s'en prennent à des idées, à des religions, mais pas à des groupes de personnes. Donc, ces mises en équivalence brouillent les pistes et engendrent aussi une autre dérive, c'est l'empathie perverse. Ce que j'ai appelé l'autre, c'est moi, à l'image justement de ce slogan qui a été très vite détourné, le « Je suis Charlie Koulibaly ». Ce « Je suis Charlie » donc, a été un cri républicain pour défendre la liberté d'expression, cette liberté d'expression qui se conçoit dans le cadre de la loi où le délit du blasphème est aboli. Mais on a vu très vite la déclinaison de ce cri avec justement ce « Je suis Charlie Koulibaly » de Dieudonné. Donc cette empathie automatique jusqu'à l'absurde, elle doit questionner. Est-ce qu'on doit se voir dans l'autre, quoi qu'il ait fait? Cette question, elle s'était aussi posée quand Ouria Boutelja, l'ancienne présidente du Parti des indigènes de la République, avait écrit après les attentats contre les enfants de Zarathustra « Je suis Mohamed Merah ». Alors, cette façon de créer des équivalences, on la voit aussi dans la banalisation de la Shoah en miroir. J'avais écrit, tu vois, dans cet article, à l'époque, les révisionnistes refusaient de voir les chambres à gaz pour y croire. Aujourd'hui, les néo-révisionnistes l'y voient partout pour s'y croire. La Shoah en miroir, c'est un recours facile, et tant pis si le reflet est déformant. L'illusion dominera la réflexion. Il y a eu comme ça aussi un journaliste belge qui sur Twitter en 2021 avait fait ce tweet quand même d'une confusion totale. L'antisémitisme n'a pas disparu, écrivait-il. En revanche, il suffit de remplacer le mot juif par le mot
musulman. Pour illustrer son propos, il avait joint une photo, une affiche exposée au musée de l'Holocauste, à l'endroit même où de nombreux Belges, à Malines, hein, à l'endroit même où de nombreux Belges juifs avaient transité vers Auschwitz. Comme le disait Valérie Kosowska, nous voyons beaucoup de procès en AFT alors qu'il devait y avoir des procès en réalité. Et on le voit, hein, cette banalisation de la Shoah, on l'a vu aussi dans le cadre de la marche contre l'islamophobie en 2019, où on a vu plein de gens accrocher une étoile pour faire évidemment référence à l'étoile jaune. Donc, c'est vrai qu'il y a donc tout ça, c'est une altérité, le rapport à l'autre est complètement tronqué. Mais toutes ces reflets déformés et déformants sont aussi encouragés par des nouvelles écritures. Pour en parler, je veux évoquer cet extrait que Brut avait diffusé, Brut, hein, ce média en ligne, qui avait mis en image le dialogue entre le père de le père de Lola, qui est morte, qui a été assassinée au Bataclan, elle n'est pas juste victime comme on le lit, elle a été assassinée au Bataclan. Dialogue entre donc Georges Saline, le père de Lola, et Asdin Animour, qui est le père de Sami Animour, l'un des terroristes du commando. Tous les deux ont écrit un livre qui s'appelle « Il nous reste les mots ». Alors, ce sont deux pères endeuillés, certes, ça c'est un fait. Avec ce livre, ils entreprennent une démarche qui leur appartienne et qui leur est peut-être salutaire, thérapeutique, mais c'est le traitement médiatique de ce dialogue qui interpelle. Sur l'écran, on le voit Brut, c'est assez troublant. Les enfants, donc Lola et le terroriste, apparaissent sur l'écran de façon complètement symétrique. Et à part le sourire et le regard noir, rien ne les sépare. Comme s'il fallait partager vraiment au pixel près l'écran pour que tout soit symétrique. Le traitement graphique donc interpelle. Est-ce que nous sommes tous égaux? Est-ce que toutes les victimes se valent? Cette dérive, elle est rendue possible, hein, là aussi à cause de ces mots usés, hein, comme on a vu tout à l'heure, et c'est Rhys qui, dans son livre 1 minute 49, disait « Tout est mis sur le même niveau. Le mot victime est un mot qui désigne aussi bien celui qui est frappé par une gastro que celui renversé par une voiture ou que ceux qui se font massacrer dans leur journal. » Donc, c'est vrai que cette mise en équivalence, ces récits symétriques sont une illusion de dialogue. C'est tout sauf un dialogue, en fait. Hein, c'est juste deux paroles qui se regardent. Il y avait aussi Brut a aussi normalisé, imposé comme nouvelle norme un format aussi qui reverse les codes du débat. C'est ce fameux face caméra. Vous savez, quand toutes ces images, toutes ces paroles face caméra, sans contradiction, on n'entend même plus la voix de journaliste et c'est un monologue en fait avec soi-même et ça a supplanté un peu l'exercice du débat. Et puis, pour finir avec cette nouvelle écriture journalistique, je vous invite aussi à lire ce dossier que j'avais publié dans Marianne, consacré au podcast, ces nouveaux formats qui plaisent. Alors, je ne parle pas des podcasts hein, qui sont souvent le replay des émissions, mais les podcasts natifs hein, qui sont créés. Au début, l'ambition était de tendre le micro à ceux qu'on n'entend pas, qui était une très noble ambition, mais finalement, ces podcasts sont finalement tendre les micros aux personnes qui veulent bien entendre. Alors, j'ai été frappée en fouillant dans tous ces podcasts, hein, comme Kif Taras, de Rokhaya Diallo, Les couilles sur la table et bien d'autres, qu'en fait, ces podcasts ne pratiquent pas la contradiction et ne pratiquent que l'affirmation. Ils ne se posent pas la question de savoir si la France est raciste, qui est une question qui peut être posée, une question, et on peut y répondre, mais il procède par postulat. Voilà, la France est raciste et ensuite l'épisode est déroulé. Donc, je vous invite à lire ce dossier que j'avais consacré à cette nouvelle écriture. Alors, tout ça nous amène évidemment à cette troisième, donc voilà, pour résumer cette seconde partie, donc l'autre n'est pas mon semblable, la parole symétrique n'est pas le dialogue, et il faudrait, en tout cas dans les pistes à envisager, remettre de la verticalité pour redonner du sens à l'expression qu'on libère. Alors, je termine donc cette partie parce qu'il est difficile de parler
de liberté d'expression sans l'évoquer à l'aune de l'industrie numérique. Et il est, je pense, légitime de se poser la question, est-ce qu'il faut parler de liberté d'expression ou d'aliénation d'expression? On est plus dans un rapport de diktat, hein, de la prise de parole. Je parle, donc je suis. Nous étions encouragés à partager, à commenter, mais nous sommes de plus en plus sommés, condamnés à produire pour exister, pour ne pas disparaître. Donc, cette grande conversation prolixe, hein, et bourdonnante que constituent les réseaux sociaux nous amène à une injonction de production, à une dictature du commentariat et à cette aliénation permanente. Pour en parler, c'est François Bellay qui, dans son livre « Nouveau spectacle politique », explique comment et pourquoi les réseaux sociaux ont profondément changé le et la politique. Il décrypte les mécaniques de production, de diffusion et de consommation. Alors, parmi les nouvelles normes, il y a évidemment cette indignation permanente. Hein, on se souvient du manifeste, hein, de Stéphane Hessel, « Indignez-vous ». Visiblement, l'appel a été trop entendu parce que maintenant, il y a effectivement une nouvelle norme qui s'est imposée, c'est l'indignation permanente. C'est comme une fin en soi. Il faut s'indigner, il y a tous les jours à son lot d'indignation. Et le spectacle de l'indignation montre bien la dérive de la liberté d'expression qui est réduite là un petit peu en effet à un état de liquide, c'est-à-dire le fond ne prime pas. C'est surtout le spectacle, hein, qui prime, l'esthétique, la pulsion. Il y a même un rapport bestial, hein, comme il le rappelle dans son essai. Et donc, voilà, ça se liquéfie, on s'indigne un jour et on oublie le lendemain. Et c'est surtout cette injonction aussi à l'indignation, on le voit. Il faut s'indigner et il faut s'engager à travers des hashtags, des signatures, des commentaires. Donc, c'est vraiment, on est même un petit peu aliéné. C'est pour ça que j'avais intitulé cette partie liberté ou aliénation. Il y a aussi une autre dérive que cette liberté d'expression a engendrée, c'est aussi l'insatiable récit. Il y a une ode à la martyrologie, une sacralisation du tabou. Pour en parler, j'avais questionné notre rapport à la maternité. On en parlait au début lors de ma présentation, effectivement dans cette tribune que j'avais publiée dans Marianne, où justement je m'intéresse au récit inanérables de la maternité, toutes ces femmes qui depuis des années maintenant nous promettent à travers des podcasts, des récits, des émissions qui vont briser le tabou qu'il y a autour de la maternité. De fait, il n'y a absolument pas de tabou, hein. La parole sur ce sujet s'est complètement libérée depuis des années. Il y a des émissions à la télé. En fait, on a disséqué le sujet comme jamais. Mais on voit qu'il y a la fabrication d'un tabou et la fabrication aussi d'une nouvelle communauté de victimes, les mères. Les mères sont ces pauvres femmes à qui victimes donc d'une parole qui ne serait pas assez libérée, ce qui est complètement faux. Et on le voit dans cette tribune que je vous invite aussi à lire. Mais justement, ce récit insatiable, ça a aussi encouragé une hypertrophie du moi. Alors, il y a eu des paroles salutaires, il y a eu des mouvements de paroles libérées qui ont été évidemment salutaires. Le mouvement MeToo est évidemment une vraie victoire pour de nombreuses femmes, une énorme victoire où des prédateurs ont pu être dénoncés et jugés par la justice. Mais les déclinaisons, là aussi, de ces mouvements inquiètent. On est passé d'une parole salutaire à une parole inquisitoire. Alors, on a vu maintenant fleurir des balance ton youtubeur, balance ton patron, et ça se décline un petit peu à l'infini. Et là, on voit bien qu'il ne faut pas juste parler, mais dénoncer. Et cette parole qui était censée libérer sert surtout à l'interlocuteur à être visible. C'est ça, en fait. Il faut afficher ses souffrances. Il y a vraiment une exhibition qui interpelle. Et c'est Alain Finkielkraut qui disait que l'inhibition n'est pas un rappel à l'ordre, comme on l'écrivait en 1968, mais un rappel à l'autre. Faut-il tout dire? Faut-il confondre douleur avec tabou? C'est vraiment des questions parce que du coup, la liberté, la parole libérée, j'appellerais ça plutôt la parole déposée, a tellement libéré le champ des possibles
que maintenant, il y a une exhibition totale et qui peut parfois déranger. On le voit maintenant, les commentateurs sur n'importe quel sujet l'appréhendent sous le prisme du tabou. Merci de libérer cette parole. Parfois, il n'y a pas du tout d'oppression, c'est complètement une création même de métaverse. Alors, il y a une ode à la martyrologie, on le voit bien, donc des tabous sont à briser. Et enfin, dernier point, et je m'arrêterai là parce que j'ai été longue, c'est évidemment cette parole déchaînée, cette haine qui est malheureusement le meilleur carburant. Hein. La haine dans le champ numérique, nous rappelle François Bellé, doit faire tourner l'industrie nouvelle du sensationnel. Le fil de discussion n'est plus guidé par une volonté philosophique vers l'altérité, mais au contraire vers celui du clash, la mécanique de l'algorithme qui guette la captation de nos attentions est rentable et booste justement l'audience. Cette haine est une valeur inestimable. Et dans ce cadre, dans ce nouveau spectacle, la mesure, l'écoute, le débat sont certes plus constructifs, mais beaucoup moins attirants parce que moins rentables. C'est pour ça que je me demande si on n'est pas dans un point de non-retour. Est-ce que l'amour sera plus fort que les algorithmes? C'est une vraie question qu'on peut se poser sans être pessimiste. Alors, je vais conclure. La liberté d'expression existe-t-elle parce qu'on l'aime ou parce que c'est un principe sine qua non à une communauté de vie, un axiome, et donc un axiome qui est dépourvu d'affect. Et c'est l'affect, ce vent de morale qui étouffe peut-être nos libertés d'écrire, de raconter, de critiquer, d'être en mouvement. Il faut remettre, je le disais en introduction, remettre la liberté d'expression comme la laïcité au cœur de nos vies, en faire un engagement vivant, pas quelque chose, pas juste un principe dans le marbre. Celui qui en parle très bien et qui raconte, enfin, qui a des mots très justes pour justement réanimer cette liberté d'expression, c'est Philippe Val. Il écrit dans l'ouvrage collectif Pensée Salman Rushdie, « Vous aimez séduire, être séduit, vous aimez les hommes, les femmes et le désir qu'ils provoquent, alors vous êtes Salman Rushdie. Vous aimez les soirées entre amis, où les rires éclatent et les verres se remplissent, où se mélangent les réflexions élaborées, la grosse bêtise, rigolarde, l'élégance et le débraillé, alors vous êtes Salman Rushdie. Vous aimez, vous pensez qu'au-delà de tout ce que vous prétendez, vous représentez votre humanité, vous oblige à considérer comme sacrée l'humanité de n'importe qui, alors vous êtes Salman Rushdie. » Alors, pour retrouver une liberté d'expression mesurée, il faut prendre de la distance et écouter Philippe Val. Il faut effectivement aussi prendre de la distance avec cette injonction à l'indignation, cet indignez-vous, trop peut-être dévoyé, détourné de Stéphane Haussel, ou alors le pratiquer l'indignation, mais alors dans ce cas-là, pratiquer aussi l'offense. Il faut effectivement s'offenser, ne pas avoir peur de s'offenser, j'ai envie même de dire, faites l'offense, mais pas la guerre. Et en cas d'offense, il faut savoir y répondre avec l'art, avec l'ajout verbal, avec l'humour. C'est ça qu'il faut faire. Alors, est-ce que l'amour, ça se décrète? C'est une autre question qui aura une autre conférence, mais Gérald Darmanin, au lendemain des émeutes, avait déclaré à l'Assemblée, nous ne voulons ni de la haine des policiers, ni de l'amour, ni de la haine des policiers, ni de la haine des émeutiers, nous voulons l'amour de la République. Et nous pourrions conclure comme ça, nous ne voulons ni de la censure, ni du règne des opinions que la foule numérique impose, nous voulons l'amour de la liberté d'expression, un amour serein, en se formant, c'est peut-être une piste, l'apprentissage via des outils de formation, la liberté en quelques slides, ou bien en aimant, mais pas en aimant comme un goût, en aimant comme un cheminement. Il faut retrouver cet amour serein, remettre cette liberté au cœur de nos vies avec une démarche pragmatique. Aimer la liberté, ce n'est pas une fin en soi, c'est un principe qui nous rend libres. On parle que de tolérance et de vivre ensemble. Rappelons que l'exposition à l'autre est une exposition, est éprouvante, et il ne faut pas s'en affranchir, il faut aller vers l'autre. C'est la seule façon de vivre ensemble. Voilà, alors je vous ai juste mis en dernière
en dernier slide les livres qui ont nourri ma réflexion ces dernières années. Je pourrais en tout cas, ils sont tous là. Et les liens des papiers que j'ai rédigés et des reportages que j'ai faits, ainsi que le lien de mon site si vous voulez poursuivre. Merci de votre attention. Eh bien, merci Gaëlle pour cet exposé qui nous aura emmené au travers de toute votre réflexion et vos alertes aussi que vous nous faites sur justement les empêchements et les entraves à la liberté et en particulier la liberté de conscience. Vous avez évoqué les principes de liberté, de respect, alors je dirais de soi comme de l'autre. Et ces principes comme la tolérance, la laïcité, la liberté sont des principes et valeurs auxquels tout franc-maçon est profondément attaché. Et cet amour de la liberté nous amène à défendre celle-ci. Et en particulier défendre la liberté de conscience et ainsi s'engager pour la laïcité qui est au cœur de votre propos. Alors, avant de reprendre les questions que certains d'entre vous, parmi les participants, ont déjà commencé à poser, Gaëlle, pourriez-vous nous préciser au vu justement de ce que vous avez dit et de ce que vous avez annoncé sur votre positionnement militant sur la laïcité et la défense de cette liberté de conscience. Est-ce que vous pourriez nous développer quelques mots sur le sens de votre propre démarche dans ce refus de l'assignation que vous avez évoqué et dans la façon dont on pourrait justement peut-être mieux transmettre une parole discernée? Oui, alors le sens de mon engagement, c'est vrai que je me suis intéressée à la question de la laïcité après les attentats perpétrés contre Charlie Hebdo, mais je pense que j'avais cette intuition comme peut-être ma génération. Je pensais que c'était un acquis, je me suis rendu compte que ça ne l'était pas. Je me suis rendu compte même au sein de ma profession que la laïcité était en tout cas soit caricaturée, soit très mal comprise. Souvent on parlait d'athéisme, comme moi je parlais de laïcité. Et peu à peu, c'est vrai que je me suis vraiment intéressée à cette question de la laïcité qui, je pense, pour moi, je ne prétends pas, en tout cas, exporter ce modèle. Je ne suis pas partisane qu'on exporte ce modèle à tous les pays, mais en tout cas, je suis pour qu'on la garde, en tout cas en France, parce qu'il me semble que c'est la meilleure façon, en tout cas, de vivre en commun. On ne parle que de vivre ensemble, mais je pense qu'il y a un commun à partager. Et encore une fois, ce n'est pas l'anti-religion, ce débat, mais ça, vous le savez. Et c'est vrai que lorsque j'ai fait ce dossier pour Marianne, même moi qui étais plutôt acquise à la cause, j'ai été confirmée. Quand j'ai pu comparer que dans certains pays, il y avait des choses qui nous semblaient, nous, complètement acquises. Et en fait, elles l'étaient grâce, pas à la liberté religieuse, à la liberté de conscience. Et là, vraiment, le mot émancipation a pris tout son sens. Et on en parlait, et j'évoque souvent cet exemple. Il y a des gens, même connus, qui critiquent souvent la laïcité. Par exemple, Gad Elmaleh. Il a fait un film cet hiver où il explique son chemin vers une conversion vers le catholicisme, qui est une démarche tout à fait respectable. Et ce qui m'a interpellée, et je l'avais interpellé, mais évidemment, il ne m'a pas répondu, mais dans son film, il stigmatise pour le coup la laïcité. Il dit, les laïcards, attention, en France, il ne faut pas rigoler. J'aurais aimé lui expliquer qu'en fait, il est malgré lui le meilleur ambassadeur de la laïcité, puisque s'il a le droit de devenir celui qu'il veut être, s'il a le droit d'être là où les gens ne voulaient pas le mettre, c'est grâce à la liberté de conscience. C'est vraiment quelque chose, moi, que j'aimerais insister, parce que les gens ont réduit la laïcité juste à une liberté religieuse. Évidemment, c'est une liberté religieuse qui est permise par la liberté de conscience. Et pourquoi cet engagement a pris beaucoup de place? Parce que je crois que, quelle que soit l'assignation, elle m'est insupportable. Qu'elle soit sociale, politique, religieuse, identitaire.
je trouve ça insupportable d'enfermer les gens dans une case. Et il me semble que l'émancipation devait nous permettre justement d'aller là où on ne nous attendait pas. Voilà pourquoi je crois que je me suis autant engagée sur ce sujet. J'espère avoir répondu à votre question. Je peux rajouter quelque chose à cet égard-là. En réalité, l'amour de la liberté, effectivement, il peut aller jusqu'au sacrifice suprême. Hein. Les guerres le montrent dans toute l'histoire de l'humanité très souvent, et depuis que les libertés sont devenues un fondement même qu'on pensait inamovible de la constitution, dans le vrai sens du mot constitution, de l'être libre d'aujourd'hui. Un des auditeurs a demandé si vous aviez été vous-même victime de violence. Alors, je pose la question d'autant plus que vous avez fait allusion à Philippe Val. Il se fait que j'ai participé à un débat avec Philippe Val au Centre communautaire laïque juif à Bruxelles, et il m'a expliqué l'horreur qui était devenue sa vie quotidienne. Alors, à titre personnel, j'ai heureusement jamais eu, j'ai pas eu de violence, parce que je me suis quand même pas exposée, hein, il faut quand même être humble. Je ne me suis pas du tout exposée comme Philippe Val ou comme d'autres. Mais c'est vrai qu'il y a la violence, on la voit pour ceux qui brisent les vrais tabous. Il y en a une en ce moment qui est victime de grosses violences, c'est Florence Bergeau-Becler, qui a écrit son livre sur le frérisme et qui doit maintenant se déplacer sous escorte, par exemple aussi, comme Philippe Val, voilà, comme Richard Malka, comme Marie Cabrette, l'ancienne DRH de Charlie Hebdo, comme Mila aussi, cette jeune adolescente qui n'est plus adolescente à force, mais qui a dû quitter son établissement. Donc la violence, moi, je n'en ai pas fait partie. Alors après, je ne sais pas ce qu'on appelle. Alors, la violence physique, oui, hein, redonnons du sens au mot, puisque j'en parlais. Non, je n'ai pas été victime de violence physique. Après, je pense qu'on est tous, à certains égards, violence de ces désinvitations, de ces paroles empêchées, de ces autocensures qu'on pratique, parce qu'on voit bien que le vocabulaire est piégé et qu'il y a ce soupçon. Alors, est-ce que le soupçon généralisé est une forme de violence? Dans ce cas-là, oui, car lorsque j'ai voulu faire ce projet de documentaire, on m'avait quand même fait comprendre que ça avait quand même des drôles de relents, pour ne pas dire d'extrême droite. J'ai été vraiment là, vraiment très, très blessée pour le coup, qu'on puisse à un seul instant assimiler ma démarche, une démarche d'extrême droite, où justement, je donnais la parole à des Français de confession musulmane ou de culture qui voulaient justement s'exprimer et défendre la laïcité, être là où justement l'assignation les enferme. Et pour avoir eu cette démarche, j'ai bien vu en fait que c'était difficile et que c'était mal perçu. Alors c'est pour ça que souvent j'insiste donc, dans cette démarche comparative et ça, pour avoir une démarche pragmatique. Là encore, on était en 2016, on était 1 an après les attentats, et toutes les rédactions voilà, écrivaient sur leurs posts de réseaux sociaux « Je suis Charlie, même pas peur ». Et puis finalement, dans les faits, ça ne s'est pas traduit par des œuvres, en tout cas documentaires, qui auraient pu justement mettre en action nos slogans. Mais non, je n'ai pas été victime de violence physique, heureusement. J'espère ne jamais l'être. Merci Yael. Parmi les questions, il est évidemment question de la liberté de parole. Relève-t-elle de l'amour ou du devoir de l'être libre? Et on vous pose donc la question, quel lien faites-vous entre amour et devoir dans cette liberté de parole? Alors, il n'y a pas de devoir à s'exprimer. Il y a une envie de s'exprimer pour dire quelque chose. C'est un petit peu aussi le résumé de tout ça. C'est-à-dire qu'on ne parle pas pour ne rien dire. Or, cette injonction numérique qui nous pousse à parler tout le temps de tout, devient effectivement, on est dans le registre peut-être du devoir, où on est la dictature du commentariat. C'est je reprends la formule de François Bellé. On est un petit peu sommé de commenter tout le temps, sans parfois avoir la légitimité pour le faire. Alors qu'avant, on prenait la parole si on en avait envie, mais pour dire, encore une fois, on l'apprend aussi pour dire quelque chose, pas pour occuper l'espace en fait.
voilà, donc l'amour, c'est l'envie, et le devoir, bah, ça rejoint la jonction. Je ne sais pas si je réponds à la question qui m'est demandée, mais… Merci, c'est clair. Alors, parmi les différentes questions, hein, on voit aussi arriver la question de la place des élites, de la place du politique aussi, dans justement cette défense de la liberté de conscience, dans la transmission aussi, dans l'éducation. D'après vous, politique et justice peuvent-elles être encore un contrepoint à cette contre-évolution finalement de ces libertés, avec toutes les entraves que vous avez évoquées? Alors, la justice, oui, hein, je le disais, c'est seulement dans le cadre juridique, hein, que la liberté d'expression doit être en tout cas pensée et éventuellement évoluer. Après, je ne suis pas juriste, donc je ne veux pas du tout aller sur ce terrain-là. Quant à la politique, bien sûr. Alors, les artistes doivent se bouger, hein, je trouve, que chacun doit prendre sa responsabilité, mais les politiques, évidemment, doivent prendre leur part. Or, on a vu que depuis 1989, c'est une série de renoncements. C'est Richard Malka qui le dit très bien dans son livre sur le traité sur l'intolérance. Il y a eu une série de renoncements depuis Salman Rushdie, et même pour le cas de Charlie Hebdo, il y a eu une série de renoncements. Et les politiques, évidemment qu'elles doivent être là. On l'a vu dans le cas de Mila, que les trahisons sont venues des politiques et de la gauche même. Quand cette jeune fille a eu ces mots, effectivement, qu'on peut qualifier de vulgaires, pas très poétiques, mais encore une fois, elle parlait de l'islam et non pas des musulmans. Elle a eu comme réponse de la part de certaines politiques, Nicole Belloubet, hein, qui était quand même garde des Sceaux à l'époque, qui avait osé dire que c'était une atteinte à la liberté religieuse. Enfin, le délit de blasphème est aboli depuis très longtemps. Ségolène Royal aussi n'a pas voulu soutenir Mila. Et d'autres. Donc, tant qu'on n'aura pas une parole ferme sur ces sujets-là, on sera effectivement dans des terrains un petit peu confus. Et oui, la politique, évidemment, la politique doit être intangible sur ces questions-là. Mais attention, il ne faut pas non plus qu'on arrive… Voilà, j'évoquais le cas de ce livre, la Manuel tout petit. J'ai l'impression que maintenant, tout le monde est un petit peu dans l'hypervigilance et se met à vouloir interdire trop promptement certaines œuvres. Mais en tout cas, pour tout ce qui est la liberté d'expression, tout ce qui atteint Charlie Hebdo, Mila, Salman Rushdie, non, les politiques ont quand même manqué le rendez-vous. Enfin. Est-ce qu'il est trop tard pour ce rendez-vous? Alors là, on était censé parler d'amour, je ne veux pas être pessimiste, mais c'est vrai qu'on a perdu quand même du terrain sur ces sujets de citoyenneté. Et comment, c'est dans le cadre de la table ronde que j'avais organisée au Sénat. Alors oui, on était à chaque fois qu'on va dans des réunions ou dans des conférences sur la laïcité ou sur la citoyenneté, on est un peu devant un public acquis, conquis. Alors on fait à chaque fois ce même constat. Il est tard, et chaque mois qui passe fait accumuler du retard. On n'a plus du tout d'intuition en matière de commun. Voilà, le commun. Celui qui nous rassemble. On est tellement prompt à parler de ce qui nous divise, on oublie de parler de ce qui nous rassemble. Et est-ce qu'il est trop tard? J'ai envie de dire oui, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a, techniquement parlant, je reviens encore sur une approche très pragmatique, techniquement parlant, on a du mal à parler des mêmes choses avec les nouvelles générations. C'est très difficile. Vous avez tous peut-être fait l'expérience avec vos plus jeunes. Moi, je fais l'expérience avec mes enfants et ma famille, les plus jeunes, la nouvelle génération. On a beaucoup de mal à parler le même langage. On peut ne pas être d'accord, mais on n'est même pas d'accord sur le langage. Donc, c'est difficile. Voilà, c'est ce que je dis pour la laïcité. Avant, on aurait pu avoir un débat, mais maintenant, de quelle laïcité tu parles? Il faut tout redéfinir. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, le renversement sémantique nous a fait perdre beaucoup de terrain sur le terrain philosophique.
Alors, peut-être pour répondre à une dernière question parce que je vois l'heure qui a tourné. Plusieurs des participants évoquent la notion de l'apprentissage, du rôle de l'école aussi dans justement cette transmission de valeurs, de la laïcité, de la liberté aussi, et pour recadrer ou repenser les choses dans ce vivre ensemble que vous avez évoqué. On parle aussi pas mal de la différence entre l'école et l'éducation des parents. Du coup, d'après vous, est-ce que justement, quel serait le moyen, le vecteur d'avoir justement une approche auprès des plus jeunes dans le cadre de l'enseignement, de l'éducation nationale, qui pourrait justement favoriser cette approche de la laïcité auprès des plus jeunes. Donc voilà, je l'ai un petit peu évoqué à travers cette émission et ce quiz qui s'adressait à des plus jeunes, mais à des adultes quand même. Mais je pense que déjà, il faudra arrêter de percevoir l'école comme un service, en fait, et les élèves comme des consommateurs. Il faudrait déjà peut-être aussi faire davantage confiance à l'éducation nationale et à redonner, en fait, à convaincre aussi les enseignants. Ils ont une mission. Ils ont une mission de transmission. Ce sont des fonctionnaires, donc ils doivent partager cette mission de l'école publique. Donc, il va falloir aussi peut-être leur redonner aussi confiance et puis arrêter effectivement, non pas de parler des histoires, parce que c'est bien de parler des histoires, de notre passé, mais peut-être arrêter effectivement de voir la classe comme des segments marketing, en fait. Voilà, une salle de classe, c'est des élèves en cours de constitution à qui on doit apprendre l'esprit critique, à qui on doit expliquer que l'offense, ce n'est pas interdit par la loi, et qu'il y a un rappel à la loi, et puis reprendre effectivement voilà, la définition de la laïcité. Mais le problème, c'est qu'on ne parle que des élèves, mais on voit maintenant que les jeunes enseignants qui arrivent en salle de classe aussi sont quand même jeunes. Ils sont nés peut-être aussi après 89, après l'histoire de Creil, et ils ont été aussi, ils ont grandi avec cette laïcité qui a été remise en cause. Donc, il faut aussi convaincre, je pense, les enseignants dont la mission est de faire des républicains, comme disait Ferdinand Buisson. C'est ça aussi, hein. La transmission, c'est vrai qu'elle sera au cœur. Le débat, l'école sera au cœur des enjeux. On ne pourra pas faire autrement. Et peut-être de leur apprendre qu'avant de prendre la parole, il faut peut-être leur apprendre la langue aussi. Voilà, donc mais c'est vrai que toutes ces pistes qu'on invoque sont perçues aussi par les nouvelles générations comme des pistes trop verticales. Donc, on est quand même dans une époque où tout doit être sur le même pied d'égalité, et c'est pour ça qu'on assiste à des mises en concurrence des paroles de l'enseignant. Mais déjà, arrêtons de percevoir les élèves comme des consommateurs, hein. Enfin, les parents comme des consommateurs, c'est déjà un préalable. Merci Gaëlle, merci Anne-Caroline, merci Jean. Ce fut une conférence tout à fait passionnante. Et je retiendrai que vous nous avez dit qu'il fallait remettre la liberté d'expression au cœur de nos vies. Et je me suis dit que peut-être, pour faire le lien, ce serait aussi une façon de remettre l'amour au cœur de nos vies, hein, et de faire ce lien qui est indispensable entre les uns et les autres. Alain Noël, une phrase de conclusion. Je remercie bien sûr Gaëlle de son exposé. Clarté de l'expression, clarté des concepts, et puis ce qui ne gâte rien, le sourire de ceux qui connaissent leur sujet. Merci Gaëlle pour cette soirée. Merci pour votre attention. On va en reparler par la suite. Deux points essentiels qui me semblent fondamentaux, c'est d'une part la notion de transmission qui vient d'être évoquée, qui est au cœur de ce que pense la maçonnerie, et puis surtout sur le plan de la liberté. On parle souvent de la liberté religieuse, et Gaëlle a insisté profondément sur le fait que ce n'est pas la liberté religieuse
qui permet la liberté de conscience, c'est la liberté de conscience qui autorise la liberté religieuse. L'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme, la République assure la liberté de conscience.